Bonsoir à tous. Voilà le retour du live. Après 2 semaines d'absence. Ah, Richard, le premier arrivé. Bonsoir, Richard. Voilà, on a tous énormément de choses à faire au jardin, je suppose. Hein. C'est vraiment le printemps à fond la caisse. Donc, voilà, on n'a jamais assez le temps de tout faire ce qu'on veut en général. Donc, bonsoir Baptiste, bonsoir Alexandre, bonsoir Pascal, bonsoir Richard. J'ai mon ordinateur qui fait un peu bizarre, il clignote, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Mertens. Jean-Luc. Bonsoir Alexandre, Gisèle, Séverine, Aloïs. Voilà, donc là, ça va être assez improvisé parce que, comme d'habitude, j'ai pas vraiment préparé quoi que ce soit, pas grand-chose. Santé déjà, ça c'est de l'eau de source de la commune, de la montagne, en face de chez moi. Voilà, santé. Ça fait du bien. Voilà. Ah, donc bonsoir, on est déjà maintenant 14. Bonsoir Hélène, bonsoir Philippe, bonsoir Carlos, Rascual, Tommy. Donc là, on est nouveau un petit groupe international. Hein. Je vois qu'il y en a du Portugal, de France. Je pense même qu'il y a quelqu'un là qui vient du Canada ou États-Unis aussi. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc là, en live, je vais regarder les témoignages. Déjà, on va faire un petit survol de quelques témoignages. Il y avait Andrea Donnelly qui avait mis un beau petit témoignage de quelques plantes sous pyramide dans sa serre et quelques plantes sans pyramide, où on voit vraiment bien la différence de croissance. Hein. Hein, comme voilà, on a l'habitude, on va dire, hein, qu'on connaît, mais pour ceux qui découvrent, ils voient que les plantes poussent nettement mieux en général sous la pyramide. Surtout, on le voit très bien sur les semis. Hein, donc faire un semis, ça prend que quelques jours, quelques semaines à faire. Hein, donc on peut voir les résultats assez rapidement en quelques semaines. Et même sur la germination en quelques jours. Hein. Donc la pyramide est vraiment très efficace. Encore aujourd'hui, je reçois souvent des questions par rapport à comment assembler ou souder les pyramides. Souvent, il y en a qui vont prendre des tubes de cuivre et après les braser ensemble à l'étain. Ça, je dis non, ça marche vraiment pas bien comme ça et ça peut même avoir des effets négatifs. Hein, donc, il faut vraiment que tout soit connecté au cuivre. Hein, donc, ça, c'est important. Si maintenant, vous avez quelqu'un à souder ou braser à l'étain et maintenant, on peut rattraper le coup en bobinant, par exemple, un fil de cuivre autour de tous les angles de chaque tube. Hein, donc, de relier tous les tubes ensemble avec un fil. Et alors, ça permet de surpasser ou de surmonter cette discontinuité de matériaux avec l'étain. Hein. Donc, mais sinon, le plus simple, c'est de ne pas braser à l'étain. Hein. Comme ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a encore une autre question que je reçois souvent, l'antenne magnétique. Donc, la petite antenne magnétique, hein, je vais la prendre là.
hein. Donc là, la petite antenne magnétique, là, vous voyez, donc, qui est constituée de 6 petits aimants enrobés de cire d'abeille. Donc, l'antenne magnétique, on va le mettre plutôt du côté sud, avec le nord magnétique de l'antenne vers le nord de la Terre, à ce qu'on appelle le nord dans le langage courant, hein, indiqué selon la boussole. Et donc, le nord magnétique indiqué par le rouge sur l'antenne magnétique, on va diriger vers le nord. Et le fil vers le nord. Souvent, je reçois la question, où il y en a qui sont convaincus qu'il faut mettre un fil de cuivre au lieu d'un fil de fer galvanisé. Voilà. C'est une idée à expérimenter. Je ne l'ai jamais fait sur les plantes avec un fil de cuivre, comme ça. Théoriquement, ça fonctionnerait différemment parce que là, le fer galvanisé, il se magnétise, que du cuivre ne se magnétise pas. Le cuivre n'est pas ferromagnétique, hein. Donc, ça fonctionnerait encore différemment. Donc, après, ce que moi j'ai déjà fait, par contre, c'est de mettre une antenne magnétique comme ça en dessous de mon lit. Ouais, en dessous de mon lit, avec un fil de cuivre là. Hein, donc là j'ai mis intuitivement un fil de cuivre que je mets nord-sud, un fil de cuivre souple même, d'haut-parleur par exemple, que je mets nord-sud, en dessous de mon lit, en dessous du matelas, et je dors dessus. Et j'ai vraiment l'impression qu'on récupère beaucoup mieux. Il y a déjà un thérapeute, même plusieurs qui ont essayé et qui ont un peu distribué ça autour d'eux et qui m'ont témoigné des résultats assez importants, assez intéressants, hein, sur les gens, même sur des gens qui étaient diabétiques qui allaient nettement mieux après, des personnes qui dormaient bien mieux après aussi. Il n'y a pas longtemps, je l'ai aussi donné à une personne qui avait du mal à dormir, mais maintenant je me rappelle plus qui c'était. Alors c'est difficile de retrouver le contact pour appeler, hein. C'est ça le problème parfois aussi quand on rencontre ou qu'on a trop de personnes en contact, hein, comme là, je suis parfois débordé de mails. Et de téléphone parfois aussi, je réponds pas à tous, ça dépend, hein, mais j'essaie de répondre au maximum. Et les mails pareil, les messages Facebook pareil. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse dans les quelques jours qui suivent après votre contact, recontactez-moi tout simplement, parce que c'est un peu comme une pile de papier, vous voyez, hein, c'est vraiment comme ça. Si j'arrive pas à répondre plus vite que la pile augmente, la pile elle fait qu'augmenter et je vais jamais répondre plus vite. Vous voyez, je vais jamais. Donc c'est pour ça que j'ai, pour vous dire, dans ma boîte mail, j'ai plusieurs milliers de emails que je vais jamais répondre. Après, ça s'est accumulé au fil des mois et des années, hein. C'est pas venu en une fois, hein. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas de mauvaise volonté, c'est vraiment qu'il faut que je mette des priorités dans la vie, hein. Il y a la vie de famille aussi, il y a le jardin, il y a le travail, il y a la préparation des colis, il y a tout ça, il faut trouver un équilibre entre tout ça. Voilà. Mais c'est un bon signe, ça montre que l'électroculture se développe très fort, hein. Donc ça, c'est déjà un super, super bon signe comparé aux années précédentes. Déjà, j'ai vu un grand changement autour des années 2008-2009 et après autour des années 2012. Et cette année, c'est vraiment encore un coup d'accélérateur au développement de l'électroculture, hein. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, et on voit bien que là, on est un petit groupe, un petit noyau dur là, hein, qui est vraiment très sympathique et très dynamique là, hein, entre nous tous là au live, qu'on se rejoint au live. Donc là, ça se précise là. Je vais tout bientôt mettre un bulletin d'inscription pour la participation aux journées de rencontres entre passionnés d'électroculture, qui sera le deuxième week-end de août.
2019 chez moi. Donc, il faudra s'inscrire. Pourquoi? C'est pour que j'ai une idée du nombre de participants, que je sache au moins qui vient chez moi, déjà, parce que j'aime pas ouvrir la porte à des inconnus. Voilà. Donc, c'est pour c'est pour l'organisation, parce que si on est 20, 30, 50, c'est une autre organisation que si on est une centaine de personnes, hein, vous voyez. Donc, il faut vraiment vous inscrire. Il y a déjà une personne même qui a déjà réservé une chambre d'hôtel ou une chambre d'hôte pas loin de chez moi parce qu'il veut vraiment être présent. Hein, pour vous dire, il y a un noyau dur qui sera là, hein, ça c'est sûr, hein, qui sera vraiment passionné et qui sera présent pour partager ses expériences et se rencontrer en live, en vrai. Hein, c'est autre chose que les lives Internet. Hein, de se rencontrer en vrai autour d'une bonne bière, un bon verre de vin, un barbecue, avec des brochettes de tout ce que vous voulez, ou des légumes, ou de la viande. Hein, chacun prendra un peu ce qu'il veut avec, hein, parce que je m'occuperai pas trop de la restauration. Hein, mais tout le matériel sera disponible pour ceux qui veulent camper, ceux qui veulent faire un barbecue, il y aura du bois, il y aura de quoi faire un feu, voilà, il y aura de quoi se faire une bonne table, hein, s'asseoir, se balader, voir des expériences d'électroculture, il y aura de quoi faire. Hein. Voilà. Pour ceux qui veulent faire une petite présentation, donc l'idée est là aussi de faire par exemple une matinée où chacun, ceux qui veulent, présentent leurs photos ou une petite présentation de leur témoignage. Hein. Il y a Andrea d'Italie qui l'a déjà proposé. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent faire une présentation, n'hésitez pas à m'en informer. Et je mettrai, vous le noterez sur le bulletin d'inscription. Voilà, je le noterai. Hein. Je mettrai aussi une liste de lieux d'hébergement possibles, hein, de gîtes, de chambres d'hôtes, d'hôtels dans les environs où vous pouvez loger. Et sinon, vous pouvez loger, camper, on va dire, sur le terrain aussi, dans le bois ou dans la prairie. Hein, voilà. Donc voilà, c'est normal, je vois bien. Bonsoir, Faouzan, il dit qu'il pourra pas être présent. Oui, on peut pas tous être présents, hein, même si on est très motivé, passionné, c'est normal. Mais voilà, ce sera une première. Ah, bonsoir, Michael. J'ai vu ton petit témoignage hier, c'était où tu as travaillé toute la journée au soleil et que tu as prié la pluie et que la pluie est venue le soir. C'est assez impressionnant, je dirais, parce que j'ai même regardé sur la météo pour vérifier ton cas, on va dire. Hein, et je te dis chapeau. Hein, à mon avis, il y a eu vraiment une influence de tes bonnes énergies là. Ouais, et je peux te dire que j'ai eu déjà plusieurs témoignages de personnes qui ont eu besoin de pluie pour leur jardin ou leur culture de façon importante et qui ont prié et qui ont été exaucés ou la prière a été exaucée ou ils ont eu la pluie malgré les bulletins météo qui ne donnaient souvent aucune pluie. Hein. Il y a quand même eu de la pluie. Hein. Donc c'est pour vous dire que la nature, elle dépasse la science, on va dire, elle dépasse les bulletins météo. C'est la réalité, c'est la nature, c'est pas le GPS ou c'est pas les bulletins météo, c'est pas ce qu'on nous dit dans les livres de science même. Hein. Tout ça, ce sont que des approximations et des théories, des hypothèses, des recherches très intéressantes aussi. Hein. Mais il faut pas confondre. Hein, je le dis toujours ça. Il faut pas confondre la carte et la réalité. Hein.
Hein. Il faut d'abord regarder la réalité après la carte. Et la carte, ça peut être une aide naturellement, mais donc la science, c'est la carte. Hein. La réalité, c'est autre chose. Ah, bonsoir Aurélie, bonsoir Fabienne. Voilà, voilà. Donc, en autre témoignage, qu'est-ce qu'on a eu? On a aussi eu un beau témoignage là de Raphaël avec un plan de tournesol qui pousse nettement mieux avec un circuit Lakowski comparé à un autre plan. Donc, ça, c'est tout simple, hein, les circuits Lakowski, et ça fonctionne très bien. Maintenant, ça solutionne pas tout. Hein. Parfois, par exemple, moi, j'ai plusieurs arbres fruitiers là. Cette année, j'ai eu... est-ce que c'est le printemps frais qui a fait ça? Mais là, j'ai quand même eu sur 2 arbres quand même pas mal de... comme une moisissure. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Peut-être la tavelure. Donc là, les circuits ont pas été suffisants là. Hein. Donc, mais quand même, il y a eu, ils poussent quand même nettement mieux qu'avant. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, voilà. J'ai commencé à voir sur Internet qu'il y en a plusieurs. Il y a eu plusieurs témoignages dans des groupes de jardinage de personnes qui ont eu des difficultés de germination des graines cette année. Qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc ça, c'est assez mystérieux, assez bizarre. Et moi aussi, j'ai acheté des graines de potimarron Red Curry, là, tout à fait classique. Et ça fait déjà 2 fois que je les sème. C'est des nouvelles graines achetées chez Sativa de Metter. Pour ceux qui connaissent, c'est en général de très bonnes graines. Hein. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais la première fois, ils n'ont pas germé. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, c'est très, très facile à germer. Est-ce que le lot était mauvais? Je ne sais pas. Donc là, j'ai réessayé. On verra bien. Est-ce que mon terreau, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mais disons que ça confirme ce que d'autres ont vécu. C'est aussi la première fois que ça m'arrive, je dois dire, hein, avec des graines de potimarron. Mais sinon, j'en ai d'autres variétés qui ont très bien poussé. Hein. Voilà, voilà. Michael dit, je pense, mon ami, que l'on construit notre réalité et que quand l'on fait une demande avec conviction et croyance, cela peut fonctionner. Ben oui, ouais, on peut, toi, tu le vois comme ça, voilà, c'est très bien et ça fonctionne aussi. Hein, donc, pour ma part, comment dire, on crée la réalité, oui, mais en partie, je dirais. Pas totalement. On n'est qu'en partie responsable, selon moi. Voilà. Ça, c'est... Pourquoi? Parce qu'on fait partie aussi d'un destin collectif. Hein, on n'est pas seul sur Terre et on fait partie d'un groupe, d'une famille, d'une commune, d'une ville, d'un pays, d'un continent. Et donc, on subit aussi un destin collectif. Et on a choisi de le subir aussi. Je pense que quand on se réincarne sur Terre, ou quand on s'incarne sur Terre, on a choisi certaines expériences. Voilà. Alors, presque tous, on va dire. Et après, je pense qu'il est important, c'est qu'est-ce qu'on en apprend et qu'est-ce qu'on fait. Et on se choisit peut-être même une mission, mais qu'on oublie peut-être quand on est et qu'on découvre en vivant. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on réussit ou pas à faire, ou quelle empreinte on va donner sur Terre. Est-ce que ce sera une empreinte de bienfaisance, d'écoute, de compréhension, une empreinte... une influence de faire, d'être dans l'action. D'autres, ce sera plus dans l'écoute, hein, ou dans la méditation, ou dans l'aide. D'autres, ce sera dans la direction, diriger les gens, les aider d'une certaine manière aussi, mais d'autres façons. D'autres sera peut-être à faire du mal intentionnellement, mais
quelque part, indirectement, ça peut aussi aider. Parce que quand on regarde dans sa vie, un exemple, s'il n'y aurait pas tous ces problèmes autour des produits chimiques, s'il ne ferait pas autant de mal avec les pesticides, les OGM, tout ça, bah, personnellement, je ne sais pas si je m'occuperais d'électroculture. Parce que c'est aussi quelque part, parce que ça m'a dégoûté tout ça. Hein, le fait, l'industrialisation, le non-respect des êtres vivants, qui m'ont poussé à chercher des méthodes alternatives et après à m'intéresser à l'électroculture et aux pyramides et au côté spirituel aussi. Et c'est ça qui m'a amené après à découvrir des aspects spirituels. Hein. Maintenant, moi, souvent, ouais, souvent, il y a un peu le New Age, tout ça, toute cette, on va dire, une sorte de nouvelle religion. Après, il y en a, ils n'ont aucune religion. Quelque part, c'est aussi une religion. Quand on croit en rien, ben, on adore le rien, alors. Hein, c'est comme l'humoriste Dieudonné qui a fait un sketch, là, le mouvement vers rien. C'est pareil. C'est rigolo, mais voilà. Voilà. Ben là, on est maintenant le mouvement vers l'électroculture. Et l'électroculture, quand on commence à expérimenter avec l'électricité, ah oui, ça c'est quelque chose que je voudrais vous dire, tiens. Au début, ouais, on regarde le voltage, l'ampérage, on va mettre des panneaux solaires, des batteries, on va mettre de l'électricité artificielle. Après, on se dit, mais dans la nature, il y a aussi l'électricité. Après, on se rend compte que la puissance n'a que peu à faire avec les résultats et souvent même une source de problème. Alors, on va commencer à faire des faibles puissances et là, on se rend compte que c'est très difficile à mesurer et que c'est très difficile à comprendre même comment ça peut fonctionner avec les théories classiques scientifiques qu'on apprend à l'école. Et après, on se dit, là, je mets une antenne, aucune électricité mesurable et quand même, je vois des résultats, les plantes poussent mieux. Donc là, on cherche alors d'autres explications. Et après, il nous arrive peut-être quelques histoires assez mystiques, on va dire, ou spirituelles. Et après, après, souvent, ça nous mène à des approches plus spirituelles. Hein. Mais c'est tout un cheminement, je dirais. Hein. Mais quelque part, souvent on a commencé à faire la permaculture, l'électroculture ou le bio même, parce que on a été dégoûté de ce non-respect du vivant. Hein, de comment on peut empoisonner des êtres vivants, leur faire du mal comme ça, juste pour l'argent, juste comme ça. On se dit non, c'est pas possible. Ou même parfois pour des considérations égoïstes, il y en a, ils sont prêts à empoisonner leurs légumes et tout et les vendre sur les marchés, mais pour eux, ah non, là, non, je vais quand même pas en manger moi-même, c'est pas possible. Et donc, du coup, ça commence à cheminer, pour leurs enfants, ça commence à cheminer, et petit à petit, on s'intéresse à des techniques alternatives, on devient quelque part plus humain. C'est un peu comme si on est sur Terre, qu'on n'est pas vraiment humain, mais qu'on devient plus humain avec le temps, avec les expériences, si on apprend de nos expériences. On devient plus humain. Je pense. Peut-être pas tous. Hein. Je pense qu'il y en a qui n'en ont rien à faire. Hein. Mais une partie, en tout cas une grande partie d'entre nous, on est quand même là parce qu'on veut faire de notre mieux et on veut quelque part respecter le vivant du mieux qu'on peut et faire du bien autour de nous. Hein.
pour nos enfants, pour nos amis, pour nos voisins, pour tout le monde. Hein. Simplement parce qu'on aimerait vivre d'un petit paradis sur Terre et que la Terre soit un peu plus bienfaisante, bien conviviale, que ce soit un plaisir d'y vivre et que ce soit voilà, agréable, où la santé respire, où la joie, où il y a de la joie de vivre, etc. Voilà, voilà. Ah ben, je vois qu'il y a plusieurs commentaires, je n'avais pas encore lu. Ouais, donc qu'est-ce qu'il y a encore eu comme témoignage dernièrement? Il y a Andrea avec la pyramide, il y a ouais, ces nouvelles petites expériences, hein, il en diffuse souvent, avec les spirales souvent, donc. Il y a donc Raphaël avec les plans de tournesol. J'ai encore eu, qu'est-ce qu'il y a encore eu? Ben, si vous pensez à d'autres expériences, là, ben, il y a eu aussi Aladdin avec les plans de rhubarbe. Hein. Donc là, là, on voit vraiment bien la différence aussi. Hein. Donc là, il a mis du basalte sur les plans de rhubarbe, une antenne magnétique, je pense aussi, une antenne type électroculture, type antenne paratonnerre. Et on voit bien que le plan de rhubarbe avec ces trois techniques est le double de taille hein, que le plan de rhubarbe témoin. Hein. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Voilà, voilà. Ben, moi, chez moi, le plan de rhubarbe, il est devenu 1,20 m de haut. On a récolté 2 fois, là. Donc, ça fera des belles tartes, hein, des bonnes tartes. Voilà, c'est ma belle-mère qui fait des tartes avec. Et elle fait ça très bien. Voilà. Avec de la farine de céréales, de céréales anciennes, d'épeautre aussi, cultivées en biodynamie. Alors, je vous dis pas, c'est vraiment au top. Bonsoir Arnaud, bonsoir Michael. Ouais. Bonsoir Nicole. Michael Sourdiou, je pense que j'ai encore un colis. Il est prêt, il a été envoyé aujourd'hui. Hein, donc, avec à pied de menthe. Voilà, je pense que c'est chez toi, ça. Voilà. Donc, Michael, ma question est sur le couplage antenne et paratonnerre et le fil avec l'aimant. Je me questionne sur le fait que le fil devrait peut-être être isolé de la terre sur le côté sud pour garder l'influence sur la longueur du fil galvanisé. Oh, j'ai pas bien compris là, c'est le soir là. Parfois, quand on a des questions de ce genre-là, c'est bien de faire un petit dessin, un petit croquis tout simplement. Un dessin, ça vaut 1000 mots. Parce que entre ce que tu penses, ce que tu écris, après comment on le voit, comment on interprète, est-ce que j'en pense, tu vois, c'est comme si il y a eu 10 personnes entre nous deux et qu'on a à chaque fois retransmis un message, on se comprend pas forcément. Hein, donc, moi je dirais, il faut pas isoler le fil de la Terre. Voilà. Tout dépend du contexte. Je ne sais pas ce que tu veux faire exactement là. Hein. Je vois juste que tu mets 2 antennes, un aimant et une antenne paratonnerre et un fil. Et après, tu veux mettre le fil comment ou dans quelle direction? En général, on met le fil direction le nord. Hein. Voilà. Donc, si ça peut t'aider. Donc là, il y a Tommy, il dit, samedi, je vais bricoler une pyramide avec baguette de cuivre à souder. OK. J'ai pris comme plan celui qu'il y a sur le site de Yannick. OK. Ça marche quand même avec 1-2 mm d'erreur liée à la soudure. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux même faire beaucoup plus d'erreurs si tu veux. Même un cube, une autre forme aura une influence. Hein, je dis ça un peu pour l'extrême, mais tu fais une pyramide, vous faites une pyramide
à la bonne proportion comme Gizeh ou Khéops ou la pyramide nubienne, ou une pyramide entre les deux, vous aurez des résultats. Mais pourquoi on fait exactement la proportion Khéops et la pyramide nubienne? Ben, c'est simplement le bon sens qui nous dit, notre intuition, qui nous dit que si les anciens ont décidé ces proportions-là qu'on retrouve dans toutes les églises, les temples, les pyramides dans le monde entier, c'est qu'ils avaient bien une raison. Et on retrouve ces angles aussi, par exemple, comme je disais, dans la réfraction de la lumière dans la goutte d'eau qui fait après les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans la diffraction de la lumière, on retrouve l'angle de 51 degrés. Donc, vous voyez, c'est des accords avec des résonances, on va dire, avec la nature, avec des correspondances, des proportions qu'on retrouve dans la nature. Et donc, on pense que ça tend vers un certain équilibre et que si on le fait différemment, peut-être ça crée des déséquilibres. Hein. Donc, par précaution, on va choisir de respecter des proportions naturelles. Hein. Et c'est pour ça que souvent on parle du nombre d'or, qui est une proportion naturelle qu'on retrouve dans la construction des fleurs, dans les mesures. Hein, construction, c'est un peu un mot peut-être pas approprié, mais dans les mesures d'une fleur, d'une plante, d'un arbre, d'un œil, d'une oreille, on retrouve le nombre d'or, on retrouve phi, on retrouve la spirale de Fibonacci, on retrouve toutes ces proportions. Quand on regarde une coquille d'escargot, pareil, ça suit toujours une certaine logique, un certain ordre, certaines proportions. Et donc, on va l'utiliser pareil sur les pyramides. Donc, la proportion, c'est quoi? Quand vous avez la base, donc ça, c'est pour la pyramide de Khéops. Quand vous avez la base 1, alors l'arête fait 0,9522. Voilà. Après, si vous faites une pyramide de 10 cm, là, essayez de faire 1 millimètre près. Mais si vous faites une pyramide de 1 mètre, 1 millimètre, ça fait seulement 1 centimètre, ça fait 1%. Alors, vous voyez, donc, vous pouvez faire 1 centimètre près. Alors, ça fonctionnera très bien. Hein, il faut pas faire au millimètre. Alors, vous voyez. Donc, mais si vous faites une pyramide de 2-3 mètres, ça peut aussi être 1-2 cm de marge d'erreur et ça fonctionnera très bien, hein, il n'y aura pas de souci. Hein. Voilà. Là, je vous parle par expérience. Hein. Naturellement, au plus petit vous faites la pyramide, au plus difficile c'est pour avoir un degré de précision assez précis. Hein. Ça paraît logique. Mais après, on n'est pas chez Airbus. Hein. Notre pyramide, il va pas faire du vol long courrier, hein, vous voyez. On n'est pas, c'est juste pour notre jardin et aider à faire pousser les plantes. Faut pas trop se casser la tête non plus. Hein. Dans la nature, c'est parfait et pas parfait à la fois dans le sens que ça tend vers cette proportion toujours. Vous voyez, mais c'est pas si vous prenez 3-4 différentes plantes, ça va tendre, mais ce sera pas exactement. Hein. Vous voyez. Donc, bonsoir Valentin, qui nous rejoint là aussi. Arnaud, Michael, Nicole, je répète, Philippe. Philippe dit, mon figuier avec des bourgeons qui a commencé à avoir des petites feuilles dessus, a gelé début mai. J'ai mis un circuit et 2 spirales, il est plein de bourgeons et de feuilles maintenant. Donc là, vous voyez, après 1 mois, sur le figuier, maintenant, plein de feuilles et de nouveaux bourgeons. Hein, donc, je te souhaite des belles et des bonnes figues. Là aussi, on voit que la plupart des personnes, des arbres fruitiers, des vignes, ou certaines fleurs, comme la glycine, qui n'ont pas été protégées ou qui n'ont pas eu d'électroculture dans les zones
où il y a eu des fortes gelées, hein, comme chez moi, ben, la plupart, ils ont gelé et il n'y a plus de fleurs euh, où les fleurs ou les petits fruits ont gelé. Hein. Mais je vois chez moi, il y a quand même, malgré les gelées qu'il y a eu, il y a quand même beaucoup de fruits sur les arbres. Hein. Donc voilà, je suis quand même heureux de ça. Maintenant, on verra comment l'été se passe. Mais pour l'instant, ça s'annonce quand même assez joli, assez bien. En tout cas, il pleut déjà plus que l'année passée, par ici en tout cas, parce qu'on a encore eu une pluie avant-hier, là. Une bonne pluie, hein, c'était sympa, hein, une bonne pluie d'orage. Très bien pour le jardin. En tout cas, même s'il y a sécheresse cette année, je ne vais pas laisser faire ça aussi longtemps parce que ça va une fois, mais les chemtrails, tout ça, mais maintenant, il faut arrêter. Hein. Maintenant, on va faire des expériences. Hein. S'ils font la sécheresse, on fera des expériences avec nos pyramides, nos techniques Willem Reich, les à Orgone, etc. Les techniques de Luigi Guina avec les spirales et les prières, et on fera pleuvoir. Hein. Voilà, on va aider la nature. J'ai encore eu des témoignages aussi par rapport aux ondes Schumann. C'est assez difficile à mesurer, hein, mais on remarque vraiment c'est vraiment spécial, les ondes Schumann. Hein. On remarque que partout où il y a les ondes Schumann, où il y a des appareils qui génèrent les ondes Schumann, ben, les gens se portent mieux, en général. Surtout les électrosensibles ou les gens qui ont des problèmes avec les pollutions électromagnétiques. Moi, je suis convaincu que quasiment tout le monde a des problèmes avec les pollutions électromagnétiques. Mais c'est juste que la plupart d'entre vous et la plupart de nous, on s'en rend pas compte. Vous voyez, parce que c'est invisible, c'est impalpable. Et si on connaît pas, ben on pense que notre état de mal-être et tout vient de quelque chose qu'on connaît. Donc, peut-être notre nourriture ou qu'on s'est disputé avec quelqu'un ou quoi, ou machin, ou qu'on n'a pas bien dormi. Mais tout ça, ça peut aussi venir des pollutions avec les ondes électromagnétiques, hein, qui nous rend plus susceptibles, qui nous rend plus agressifs, qui nous rend plus stressés, qui nous rend... Vous voyez, tout ça, ça joue. Et tout ça, on peut s'en protéger et on peut apprendre à gérer ou on peut réduire au maximum ces nuisances. Mais déjà, en prendre conscience, c'est déjà une grande chose. Par exemple, si vous connaissez, il y a les tests de résistance musculaire qui sont très intéressants ou tout ce qui est approche kinésiologie, où on mesure par exemple autant le bras, hein, et après on va mesurer la résistance en appuyant dessus par exemple. Ou on peut aussi faire comme ça et après on va mesurer la résistance en tirant dessus. Et si on est plus faible, ben, on aura moins de résistance et on sentira bien la différence. Si on est plus fort, ben, on aura plus de résistance. Et on peut, par exemple, on peut prendre un verre d'eau. Quelqu'un nous fait le test de résistance musculaire, il appuie sur notre bras, par exemple, et on sera peut-être plus faible si l'eau n'est pas bonne pour nous. Vous voyez? Si l'eau est bonne pour nous, on sera plus fort. On pourra résister beaucoup plus. Hein, donc ça, on le sent directement dans notre corps. Donc notre corps, il ne nous ment pas. C'est vraiment notre réaction biologique par rapport à une substance. Notre corps ne nous ment pas. Et ça, vous pouvez faire pour tout. Pour les légumes, les fruits, la viande, le lait, tous les produits que vous mangez, que vous ingurgitez, même tous les bijoux, les bracelets, par exemple le bracelet Lakowski, d'autres types, d'autres appareils de protection des ondes, vous pouvez faire ces tests. Et vous serez étonné parce qu'il y a certains appareils ou certains systèmes de protection d'ondes qui vous font vraiment pas du bien. Quand vous faites le test, vous verrez que vous êtes encore plus faible. Hein? Même s'il y a beaucoup de blabla scientifique autour ou blabla tout court. Hein? Ben, il y a des techniques. Parfois, un simple petit caillou ou un simple
un simple symbole peut avoir encore des meilleurs résultats parfois. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on commence à faire ce genre de test, ben, on se rend compte que, par exemple, il y a une personne qui est pas bien, par exemple. Et après, il va se dire, ah ben, il a des problèmes de santé, il va se dire, ah ben, je vais manger plus de légumes. Hein, ou je vais faire plus de légumes dans le jardin, électroculture, tout ça. Je vais manger plus de légumes. Et après, ben, il est quand même pas encore bien. Pourquoi? Parce que parfois, il y a certains légumes qui sont très mauvais pour lui, hein, qui peuvent être très allergènes ou où il a un très grand degré d'intolérance. Ben, avec ce test, vous allez tout de suite le sentir si quelque chose est bien pour vous ou pas. Hein. Donc, et parfois, on mange pas de viande et parfois, la viande est très bonne pour nous. Chaque personne est différente. Hein, et pour certaines personnes, bah, ça peut être très beau. Hein, voilà. Quoi qu'en disent les végétariens, hein, ou les soja, ou les, hein, ou les fanatiques de soja aussi, ça existe aussi. Hein, voilà. Moi, ce que je trouve, ce qui est important, hein, c'est une question j'étais à la foire bio à Colmar il n'y a pas longtemps, là, et quelqu'un me posait une question. Ah ben, on dégustait du champagne, vraiment un très bon champagne et bio. Et on parlait justement de tout ce qui est régime alimentaire, etc. Et alors, le gars, il me dit, ah ben vous n'êtes pas végétarien, vous. Hein. Et alors, il me dit, ah, vous êtes baraqué, hein, vous, comment ça se fait et tout. Et alors, il pensait que j'étais bûcheron. Moi, je dis non, je ne suis pas bûcheron. Alors, moi, je lui ai dit, je vais vous le raconter. Moi, j'ai été élevé avec mes parents, à mon père surtout, il voulait absolument que le matin, avant d'aller à l'école, on boit un grand verre de lait. Un grand verre de lait. Donc moi, j'ai été élevé, tous les jours, j'ai bu un grand verre de lait. Mais pas le lait industriel du commerce, non. C'était du lait que ma mère allait traire à la vache le matin tôt. Elle allait traire la vache. Ouais, ah, ça, chapeau à ma maman qui a fait ça. Hein, parce que c'est beaucoup de travail, hein, faire le lait et traire et faire le fromage, le beurre, etc. Si on veut faire tout soi-même, c'est vraiment beaucoup de travail. Et je l'ai vu ça. Et après, ben, elle faisait bouillir le lait parce que soi-disant il faut le bouillir, soi-disant contre les microbes. Mais parfois on le buvait aussi comme ça. Donc et on buvait un grand verre de lait. Déjà le goût, ça n'a rien à voir avec ce qu'on boit du commerce. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Hein. Donc j'ai grandi avec ça. Donc quand on dit que le lait est pas bon, les produits laitiers sont pas bons, moi je dis non, c'est pas vrai. On retrouve dans l'Ayurveda plein de bonnes choses autour du lait, hein, les produits laitiers. Mais le lait, quand ils en parlent dans les traditions ayurvédiques d'il y a des milliers d'années, et le lait d'aujourd'hui industriel, ben naturellement c'est pas pareil. Hein, on parle pas de la même chose. Ben, là, pareil, entre moi qui ai bu du lait directement d'une vache nourrie dans la prairie qui mange de l'herbe, c'est autre chose que du lait industriel. Ça n'a rien à voir. La viande, pareil, moi j'ai grandi en mangeant quasiment 5 jours. Ah, je vais exagérer là un peu peut-être, hein, je ne me rappelle plus exactement, mais on mangeait plusieurs fois par semaine un steak. Du steak, ouais. Et ça va vous paraître un peu cruel peut-être pour surtout les végétariens, ça me fait un peu rire parfois, mais on savait qui on mangeait. Par exemple, là on mangeait Sarah, voilà. Là on mangeait Marguerite. Là on mangeait, vous voyez, parce que chaque vache, on avait une dizaine de vaches. Et moi, j'ai grandi comme ça. Hein, je vous raconte juste mon histoire. Hein, c'est ça qui m'a aussi fait prendre conscience qu'il faut avoir du respect pour la vie.
et les personnes et les êtres vivants qu'on va se nourrir avec et à la bonne qualité de leur vie. Hein, c'est pas de l'élevage intensif que je parle là. Hein. Le goût de la viande était différent si c'était une année pluvieuse, une année sèche, une année... Ah, aussi, le goût était différent si le caractère de la vache était assez fougueuse ou assez calme. Vous voyez, parce que chaque être vivant a son caractère, chaque vache, comme nous, entre humains, on a notre caractère. Tout ça, on retrouve dans la nourriture. Les plantes, pareil. Et ce qui compte, c'est l'énergie. Et là, je suis de plus en plus convaincu de ça. Et l'électroculture aide à ça. C'est l'énergie contenue, la vitalité contenue dans les aliments. Et le respect, le lien sacré, le lien spirituel qu'on cultive, qu'on crée avec tous les êtres vivants qui nous entourent. Même si on ne les mange pas, ça crée une nourriture indirectement. Hein, par les rayonnements, par l'énergie, par... Hein. Ouais. Donc, et ça, c'est très important d'en prendre conscience. Hein. Parce que pour vous dire, un jour, donc j'étais adolescent, et un jour, mes parents avaient des problèmes financiers, ils ont dû vendre tous les animaux, tous les vaches. C'est ça le capitalisme. Vous pouvez pas payer, hop, le huissier vient prendre votre chien, il va le vendre aux enchères. ou il va prendre votre vache. Hein, il sait pas que pour lui, ils en a rien à faire. Hein, que vos animaux de compagnie soient des vaches et des cochons et des poules, il n'en a rien à faire. Hop, tout ça, ce sera vendu aux enchères ou donné ou abattu, n'importe, c'est comme ça. Et donc, un jour, je rentre de l'école, plus une vache. Plus une vache. À cause de ce système capitaliste où pour le moindre souci financier, il tue la vie. Voilà, en gros, c'est ça. Et alors, du coup, on devait aller, pour garder le même régime alimentaire, on va dire, hein, mes parents allaient acheter de la viande à la boucherie. Et là, c'était un choc. Un choc, c'était un des premiers chocs de ma vie d'une certaine façon parce que le goût de la viande avait déjà ce qui m'a choqué, c'est pas au-delà du goût, c'est que je ne savais pas d'où ça venait. C'est que je ne savais pas, mais cette viande là, cette vache, elle vient d'où? Elle vient d'où? C'est quoi? Hein? C'est comme si vous buvez un vin, hein, ça pour les Français ça va parler, ou une bière. Et vous ne savez pas d'où il vient. Là, on vous donne un liquide rouge, là. Il vient de Laponie ou d'Argentine ou des États-Unis. Vous ne savez pas. Ah, vous buvez, ouais. Vous comprenez que ça, c'est tout autre chose que si on vous dit, ah, c'est un Bourgogne de tel vigneron que j'ai rencontré là et qui est sur un sol comme ça, ou que c'est voilà, que c'est je vais vous parler, voilà, de David, là, un vigneron en Alsace, à Gertwiller, qui soigne avec les plantes, qui est passionné, qui fait un super bon vin, etc. Qui peut vous expliquer toutes les nuances de goût, d'arôme par rapport au terroir, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à la saison, par rapport à l'année. Ça, c'est pour tous les aliments comme ça. C'est énergétique, c'est pas pasteurisé, rayon gamma, centrale nucléaire, tout le bazar, hein, non. Hein, c'est vraiment, c'est vivant et ça a une histoire. Hein. Pour la viande, tout c'est pareil. Et quand on respecte les êtres vivants, déjà, automatiquement, on va beaucoup moins gaspiller. Hein. Mon père, il supportait pas le gaspillage. Dans la nourriture. Il fallait vraiment finir son assiette. Quand on voit maintenant, même certains végétariens, ils finissent pas leur assiette. Voilà. Je dis ça pour rigoler un peu, hein, mais fait la caricature. Mais pareil pour ceux qui mangent la viande, hein. Même s'ils mangent de l'industriel, mais finissez votre assiette au moins.
Euh, voilà, voilà. Et donc ça va nous mener à un des premiers sujets que je voulais parler. C'est, il y a Arnaud qui est venu me voir, je pense que c'est Arnaud Ruhlmann, il s'appelle, qui est venu me voir avec, avec un petit appareil. Ça s'appelle le PlantsPlay. Mais ça ressemble beaucoup, il y a d'autres appareils de ce même genre. Il y a aussi le Music from Plants, il y a aussi d'autres appareils de ce genre. Et c'est un petit appareil qui est connecté, qu'on peut connecter à une plante avec 2 électrodes et qui va transformer des subtiles réactions ou des subtils mouvements électriques ou réactions électriques ou des subtiles fluctuations électriques dans la feuille ou dans la plante en son. Donc, il va transformer des réactions électriques de la plante en son. Et après, donc, ça fait une mélodie, une musique. Hein, donc, mais c'est vraiment la plante. Quand on commence un peu à jouer avec ça, avec la plante, donc on met 2 électrodes sous la plante et ça va mesurer les subtiles fluctuations électriques et transformer en son. Et après, on se rend compte, quand on est un observateur attentif et qu'on commence à faire un peu des expériences avec, ça va assez vite. Hein, si vous êtes un peu sensible, vous allez vous en rendre compte très vite. Par exemple, Arnaud, il est venu un après-midi chez moi. On a fait quelques expériences, on a fait des mesures sur 3 plantes, une absinthe, une mélisse et la rhubarbe aussi. Et je prends un fraisier. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que on se rend vraiment compte que la plante a conscience de l'interaction qu'elle a avec les sons qu'elle génère, ou des sons qu'elle génère à travers l'appareil. Pour vous dire une anecdote claire, hein, donc sur les 4 mesures qu'on a fait, par 2 reprises, il faisait des prises de 5 à 10 minutes. Par 2 reprises, à la fin, Arnaud a dit, voilà, maintenant on va s'arrêter là. Et la plante s'est arrêtée tout seul avant qu'on ait débranché l'appareil. Donc le son s'est arrêté tout seul. Donc c'est la plante a vraiment montré, c'est pas qu'elle nous a obéi dans le sens que suivi un ordre, non, mais pour moi c'est que la plante nous a montré qu'elle est consciente, elle voulait nous le montrer. Et elle s'est arrêtée tout seul, avant. Vous voyez, pour montrer, voilà, elle a compris que maintenant c'est fini. Elle va nous montrer qu'elle le sait parce que elle l'a bien entendu. Ou elle l'a bien senti, on va dire. Hein, parce qu'elle n'a pas des oreilles comme nous, hein, c'est différent. Et donc, ça, je peux vous dire que ça, c'est une expérience hors du commun. C'est une expérience quasi mystique dans le sens que on se rend vraiment compte que toutes les plantes autour de nous sont vraiment des êtres sensibles avec une conscience, qui peuvent aussi souffrir, qui peuvent avoir de la joie, qui peuvent... je suis convaincu de ça. Et pourquoi je parle de ça maintenant pour rejoindre, après avoir parlé des végétariens, etc. Parce que souvent dans mes stages, il y a des végétariens pour diverses raisons, parce que il y a plein de types de végétariens. Hein. Ça peut être des raisons de santé, ça peut être des raisons contre la souffrance animale, ça peut être toutes sortes de raisons. Mais quand c'est contre la souffrance animale, alors moi je leur pose souvent la question, alors alors moi je leur dis, ma conviction, on va dire, hein, que moi je suis convaincu qu'une plante peut aussi souffrir. Alors, on a tous qui ont un jardin et qui sont reliés à la nature et aux plantes,
Ben, on sent bien quand une plante a besoin d'eau, ben, c'est comme si elle le crie, elle en a besoin. Ou quand dans une plante d'appartement, ben, on va l'arroser. Hein. En passant, on va vite chercher un peu d'eau, ou avant de partir, vite, on va encore vite lui donner un peu d'eau parce qu'on peut pas la laisser comme ça, parce qu'on sent, on le sent ça. Donc ça, moi, j'en suis convaincu qu'une plante peut souffrir aussi. Et alors, moi, je pense aussi autre chose, c'est que, imaginons, ce qui compte, c'est pas, comment dire, ce qu'on mange, on va dire, c'est de l'énergie. Ok, là, on est tous d'accord en général. Donc, ce qui compte, c'est l'énergie, mais pas l'énergie en calories ou kilojoules. Non, je parle d'énergie vitale, de vraiment l'énergie subtile. Après, on appelle ça énergie subtile de subtile, mais c'est pas subtil du tout. C'est vraiment une énergie importante. C'est une énergie qui est là, mais qui n'est pas mesurée officiellement, scientifiquement, mais qui est bien là et qui existe. Ben, ce qui compte, c'est cette énergie. Et dans nos processus industriels, en général, cette énergie est vraiment détruite, hein, détruite ou réduite à très peu de choses par les processus de transformation, par les processus de traitement. Hein, bah, ce serait comme si, imaginez, vous avez un groupe d'enfants qui vont dans une école alternative où chaque enfant est pris en considération, respecté, où on essaye de pousser, de les pousser au maximum dans leurs talents, dans leurs compétences, à développer ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils font bien, comparé à une école où ils vont en faire des robots qui réagissent tous pareil. S'ils aiment bien quelque chose, on va les taper, on va dire tais-toi, c'est pas ça maintenant le sujet, maintenant c'est ça. Maintenant, il faut pas regarder dehors, pas rêver. Voilà, maintenant c'est au tableau, 1 plus 1, 2 plus 2, du rouge dans le carnet. Voilà, tout est fait pour frustrer l'enfant, pour le dégoûter à vie de l'apprentissage réel, hein, ou de développement de ses capacités réelles, hein, je parle, hein, pas de apprendre par cœur pour faire plaisir au prof et avoir des points. Hein. Et ben, vous voyez bien que énergétiquement, l'enfant est différent. Après, il rentre à la maison, il est fatigué, mais il est aussi éteint, un peu éteint, il est frustré. Comparé à l'autre enfant, il est fatigué aussi, mais il est plein de rêves, plein de jeux, d'enthousiasme, vous voyez, c'est tout à fait différent. Hein? Plein d'énergie vitale, vous voyez, hein? Parce qu'on n'aura pas coupé cette énergie vitale. Et ben là, pareil avec les plantes, avec les animaux. Hein, ben, imaginez que là, maintenant, avec ces petits appareils dont j'ai parlé, on peut mesurer la réaction des plantes. C'est des appareils dont on rêvait il y a 20 ans. Hein. C'est des appareils où tous les personnes comme moi, chercheurs de vérité, de la vitalité, de l'énergie, de la conscience, rêvaient de pouvoir communiquer avec les plantes. Et là, ça existe maintenant, ces appareils. Ben maintenant, on peut imaginer qu'on peut leur demander aux plantes, est-ce que cette antenne paratonnerre, ou cette pyramide-là, ou du basalte-là, ou est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu aimes bien ça, hein, Monsieur Fraise, ou Monsieur Topinambour, ou Madame Absinthe, ou voilà, ou Madame Salade Rouge et Monsieur Salade Rouge avec les petites salades. Est-ce que vous aimez bien ça? Hein, ou est-ce que vous détestez ça? Hein? Ben, peut-être qu'ils peuvent nous le communiquer.
parce que c'est pas juste notre volonté, là, wow, on va mettre des antennes. Non, peut-être qu'ils peuvent même nous guider. Peut-être même qu'ils peuvent nous guider à développer les techniques de façon plus optimale. Ouais. Peut-être que un exemple, hein, j'étais avec une plante là. On pourra bientôt leur donner un nom même. Hein, voilà. Je pense que c'était avec l'absinthe. Hein, on avait pris un peu quelques plantes au hasard avec Arnaud. C'était avec l'absinthe. Et alors j'écoutais. Et je suis convaincu qu'eux, ils peuvent lire dans nos pensées, hein, donc par télépathie. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, on se connaît. Hein. Et donc, il n'y a pas besoin de parler à haute voix même. Hein. Mais j'ai demandé à la plante, voilà, si tu comprends ce que je dis, ou ce que je fais, ou ce que je veux te transmettre, ou ce que je veux pour réagir, pour communiquer, fais quelques... J'entendais la mélodie qu'elle faisait, parce que chaque plante fait un peu comme ça, une sorte de mélodie qui revient souvent, qui est typique de la plante. Hein, mais qui est aussi différente d'une plante à l'autre de la même espèce. Hein, mais entre deux espèces différentes, la signature, on va dire, sonore est tout à fait différente aussi. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et donc, j'écoutais la mélodie et après, je me dis, si tu m'as compris, fais quelques notes dans les aigus, en affilée, qu'elle ne faisait pas d'habitude. Et alors là, hop, il y a eu quelques notes aiguës d'affilée. Donc c'est vraiment la plante avait répondu à ma demande d'entrer en communication, on va dire. Hein, donc, on peut comme ça communiquer avec la plante. On peut dire, voilà, on peut poser une question avec plusieurs réponses et dire, voilà, à la plante, par exemple, maintenant, si tu es d'accord avec la première réponse ou la deuxième réponse, ou que c'est encore une autre, ben, si c'est la première réponse, maintenant, fais trois notes, par exemple, de basse fréquence, par exemple, hein, des notes graves d'affilée, ou plus que d'habitude à partir de maintenant. Voilà que je te pose cette question. Et après, vous verrez, et s'il ne le fait pas, elle ne le fait pas, s'il le fait, elle le fait, ben vous serez alors très impressionné par la réponse. Et donc, c'est à expérimenter, mais c'est vraiment du vécu. Hein. Je suis pas le seul, maintenant il y en a beaucoup qui expérimentent avec ce genre d'appareil. Et je pense que dans nos recherches d'électroculture, on veut faire au mieux. Je pense que ça peut ouvrir à des horizons, à de nouveaux horizons et des explorations nouvelles et des nouvelles idées, des nouvelles compréhensions avec l'aide de l'intelligence des plantes, de quelque part, avec leur propre participation. Hein, donc, voilà. Donc, ces appareils coûtent environ autour des 300 à 400 euros, 500 euros environ maintenant. Avant, ça coûtait plus cher. Avant, c'était autour des 1000 euros il y a encore quelques années. Ça a été fort développé justement en Italie, hein, Andrea. Ça a été développé beaucoup par la communauté d'Amanur en Italie. Et après, il y en a d'autres aussi qui ont développé ça. Et c'est basé sur les recherches des détecteurs de mensonges qui ont été appliqués sur les plantes dans les années, je pense c'est 60, 70, hein, par Cliff Baxter. Hein. Et c'est des évolutions de ces appareils. Donc, un détecteur de mensonges, c'était quoi dans ce temps-là? C'était deux électrodes qui étaient mis sur la peau. Et si vous étiez stressé, ben, la résistivité changeait de votre peau parce que vous transpirez un peu ou vous avez un peu plus de stress et ça peut se mesurer électriquement sur la peau. Et alors, un jour, ben, ce chercheur a mis ces électrodes sur une plante. Et c'est comme ça que a été développée cette technique. Et après, c'est devenu maintenant ces petits appareils qui transforment ces fluctuations électriques en notes de musique. Mais on peut aussi même les transformer en
en mots ou en phrases il y en a qui ont fait ce genre d'expérience aussi. C'est impressionnant. Donc, je vous laisse découvrir ça. Je ne suis pas un grand spécialiste. Je vous témoigne juste de mon vécu là avec ces quelques petites expériences. Hein, et je pense que ce sera un début d'une longue série et qu'on va découvrir énormément de choses. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que déjà, ce type d'appareil, ça nous ouvre l'esprit sur la conscience des êtres vivants qui nous entourent. Que tout est conscience quelque part. Tout. Même quelque part, si on va plus loin, même un cristal est de la conscience. Tout. Tout est de la conscience. Mais tous les êtres vivants, et il y a une interaction en continu. Hein. Nous, comme humains, on est un peu comme des bourrins dans la nature, parce que on pense que la nature est un peu à nos ordres, on veut faire ci, on veut faire ça comme ça. Mais la nature, elle est là, elle nous a pas attendu, on en fait partie, mais c'est comme si on a été assez coupé, on a oublié nos connexions avec les autres êtres vivants. Et on est tous connectés. Eux, ils nous ressentent même de très loin. Hein, une preuve, vous allez dans la forêt et les biches, les écureuils, les renards, ben, vous les voyez pas où ils sont loin. Oui. Ben, si vous serez vraiment très connecté, ben, ils resteraient là et vous pouvez marcher à côté, vous voyez. C'est une technique de méditation d'ailleurs que j'avais lu dans un livre et que j'avais un peu expérimenté, c'est que si vous mettez dans un état d'esprit un avec la nature, ben à la limite, le poisson dans l'eau, vous pouvez le prendre à la main comme ça. Ou l'animal sauvage, ben vous pouvez le rencontrer à quelques mètres dans la nature sans qu'il s'effraie, parce que vous êtes en relation avec. Parce qu'il sait que vous lui ferez rien de mal et que vous vivez l'un à côté de l'autre là, et vous vivez chacun votre petite vie là dans cette nature. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut retrouver cette connexion, hein, cette connexion. Ouais. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais encore dit comme dans la liste je vais vite reprendre la liste des sujets que j'allais aborder. Ah oui, la géobiologie. Donc, réponse aux questions, témoignages, recherche des animaux, géobiologie. Ouais, pourquoi je parle de ça? Ben, c'est que, comme vous savez, certains d'entre vous, hein, il y a 1 ou 2 semaines, il y avait mon chien qui s'était échappé avec le chien du voisin. Et mon chien est revenu tout seul. Et le chien du voisin était resté parti. Et j'ai réussi à le trouver. J'en suis assez. J'ai appris beaucoup de choses par cette expérience parce que j'ai réussi à la retrouver avec les baguettes de sourcier. Hein, donc ça me rejoint le sujet de la géobiologie. Et ça rejoint le sujet qu'il faut faire confiance à son intuition profonde. Vraiment, on est relié par notre intuition profonde et à tout. Et le chien, quand je l'ai retrouvé, il était remarquable parce que c'était comme si il s'attendait qu'on allait le chercher, qu'on allait le trouver. Il était là, cool, relax. Et voilà. Et pourtant, on l'a retrouvé 2 jours et demi après qu'il est parti, en pleine forêt, et il était attaché à un arbre avec une longe. Pourquoi? Parce qu'il s'était échappé avec sa longe, hein, parce qu'il courait... il courait un peu près de son propriétaire avec sa longe et le propriétaire a eu quelques temps d'inattention et le chien est parti avec le mien attaché à sa longe. Et donc du coup, on a eu peur qu'il reste coincé dans la forêt et qu'on le retrouve pas. Et donc du coup, on a cherché. Et
il était effectivement coincé avec cette longe autour d'un tronc d'arbre, on va dire, coupé, qui était, voilà, des branches qui traversaient la forêt. Et, mes baguettes me montraient toujours une certaine direction depuis chez moi, hein, toujours une certaine direction. Et j'ai cherché, et après il me donnait intuitivement, j'avais une idée, 600 mètres, 700, 800 mètres m'est venu à l'esprit. Mais je cherchais pas assez loin, et c'était en vol d'oiseau, parce que c'était la petite vallée derrière les collines, derrière la montagne, derrière chez moi, derrière les collines, derrière chez moi. Et donc, c'était encore plus loin, mais c'était effectivement bien la bonne direction. Donc, et aussi, pour les croyants, non-croyants, hein, c'est mon expérience. Quelqu'un m'avait écrit de demander aux chênes, parce qu'ils sont tous interreliés. Donc, moi, j'ai rencontré un chêne, un arbre, et j'ai pris ses feuilles comme je prends une main d'une personne. Et je lui ai demandé, j'ai prié, on va dire, j'ai demandé de retrouver le chien ou de m'aider. Et juste un peu après, il y avait une statue de Marie dans une petite grotte dans le village que j'avais jamais été visiter. Mais ça faisait longtemps que j'y pensais et là, j'y pensais encore plus fortement. Et je voulais absolument aller voir cette statue. Et donc, j'ai été la voir. Et je voyais sur le chemin qui mène à cette statue qu'il y a presque personne qui y va parce que le chemin était à peine... il y a quasiment personne qui marche dessus. C'était de l'herbe, de la mousse. Pourtant, il y a d'autres chemins autour un peu plus loin et là, on voit bien que les gens marchent, se promènent par là. Mais là, vers cette statue, rien. D'ailleurs, l'église est aussi assez peu remplie aussi. Hein, donc, on va dire que la foi, la croyance, on dit beaucoup de mal des croyances et de la chrétienté, mais en réalité, il y a quasiment plus rien en France de tout ça. Hein, donc, dire du mal de ça, c'est un peu parler dans le vide aussi. Hein. Ils peuvent pas être source de plein de problèmes parce qu'ils sont déjà plus là, il y en a presque plus. Hein. Mais voilà. Mais ce que moi j'ai fait, j'ai été prier devant cette Vierge Marie. Et j'ai demandé de l'aide, on va dire, j'ai demandé d'être aidé. Et après, j'ai été attiré par un chemin, j'ai été un peu plus loin. Et là, 200 mètres plus loin environ, j'ai entendu aboyer, au loin. Donc voilà, premier signe, ça a été très vite. Hein. Donc les prières, les réponses peuvent venir très très vite. Hein. Hein. Après, on pourrait dire que voilà, on crée sa réalité, etc. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça fait partie. Hein. Ça n'en exclut pas l'autre. Et donc, du coup, j'ai cherché dans cette direction, j'étais par un autre chemin, et voilà, après, je l'ai noté dans la page ou dans le groupe, hein, toute l'histoire, hein, ou en résumé. Mais j'ai réussi, donc le matin, il a aboyé une fois, ça me donnait un peu la direction où il était dans la montagne, on va dire. J'ai cherché 2 heures, j'ai pas trouvé. Et après, à midi, je suis retourné à cet endroit. J'ai entendu de nouveau aboyer quelques fois d'affilée, mais j'étais déjà un peu plus près et là, ça m'a permis de situer un peu mieux où il était. Et après, 1 heure après, je l'ai trouvé dans la forêt. Voilà. Et donc, c'était vraiment une expérience très intéressante, surtout qui confirme qu'il faut vraiment faire confiance à son intuition et à sa petite voix intérieure, hein, malgré tout ce qui se dit autour, et qu'il y a des gens vraiment extraordinaires sur Terre. J'ai rencontré des personnages du village qui étaient magnifiques.
hein, des petits coins aussi, j'ai rencontré toute une rangée de chênes vraiment centenaires, plus que centenaires, vraiment avec des troncs immenses en pleine forêt entre les sapins et d'autres arbres. C'était des chênes magnifiques. Et je dois dire que j'ai découvert comme ça des petits coins où j'habite, des petits coins de paradis comme ça, hein, qui étaient magnifiques, hein. Donc, c'est pas par hasard non plus quand nos animaux s'échappent ou